On termine avec les entités critiques et ces enjeux autour de Nice 2, cette directive européenne pour tout le secteur industriel. Je vous propose une introduction par Fabrice Clerc, cofondateur et directeur de la stratégie Secure, qui est un éditeur de solutions de cybersécurité que tout le monde connaît ici, évidemment. Bonjour. Et Jérôme Leca, à la tête de Scality, que vous avez fondé en 2010. Et Jérôme, je vous propose de démarrer l'introduction. Merci. Alors, Scality, c'est un éditeur logiciel dans le domaine du stockage de données. Alors, on peut se demander ce que le stockage vient faire avec NIS 2. Et en fait, tout simplement, ça change considérablement notre métier. Scality édite un logiciel qui est utilisé par ses clients, soit pour fabriquer du cloud privé, soit pour fabriquer du cloud public. Par exemple, Outscale, qui était présent ce matin, utilise Scality pour son offre de cloud public. Et on a beaucoup de clients, soit des services de l'État, soit des grandes entreprises, soit même des ETI, qui vont donc déployer leur propre service de stockage de données. Alors, pourquoi ils font ça plutôt que d'aller dans un cloud? Généralement, c'est pour des questions soit de coût, parce qu'à grande échelle, ça revient moins cher de faire soi-même, soit de contrôle. Et donc nos clients, c'est des grandes entreprises, c'est des services de l'État, c'est des opérateurs télécoms, et c'est généralement des gens qui ont en préoccupation le contrôle de leurs données. Et en fait, comme par hasard, à peu près tous nos clients vont être soumis à la directive NIS 2. Et ça change notre métier parce que un des éléments qui me semble très très important dans la directive, c'est l'approche Zero Trust sur la construction d'une infrastructure IT. C'est un changement de paradigme considérable pour les infrastructures IT qui ont été conçues ces 10 ou 20 dernières années et qui sont encore déployées aujourd'hui. Historiquement, en infrastructure, on se disait si on sécurise bien le périmètre, on n'a pas besoin de défendre l'intérieur puisqu'on est sécurisé par une muraille. Okay, donc c'est l'approche du Fort Vauban, si vous voulez, dans l'IT. Et en fait, on se rend compte qu'avec l'évolution des attaques, ce niveau de défense n'est pas suffisant. Les attaques aujourd'hui, très 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 souvent, commencent par du social engineering, arrivent à percer donc cette première muraille et arrivent à s'infiltrer à l'intérieur. Un autre point qui est très important, c'est que l'évolution des moyens d'attaque sur les 20 dernières années est considérable. Je suis dans ce métier-là depuis 1994, ça fait quelques années. En 1994, les hackers, c'était essentiellement des jeunes qui s'amusaient. Vous vous souvenez peut-être du piratage du site web du musée du Louvre en 1995. Certains pioches s'amusaient à pirater un site web. Ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, vous avez des groupuscules, vous avez des groupes organisés, vous avez même des groupes qui opèrent pour des États et qui ont des objectifs de déstabiliser, soit déstabiliser des entreprises, soit voler des données, soit même de faire de l'espionnage industriel. On a complètement changé de moyens et d'objectifs dans les attaques. Et du coup, on est obligé de changer de moyens et d'objectifs dans la façon de se défendre. Avec les ransomware, le but, c'est de forcer une entreprise ou une entité, un service de l'État, à payer une rançon. Pour ce faire, les ransomware vont d'abord attaquer les données, mais vont surtout attaquer, ou aussi attaquer, les backups. Parce que si l'entreprise peut redémarrer facilement, elle ne va pas payer la rançon. Il faut se mettre dans la peau de l'attaquant. C'est assez facile. Et du coup, le backup et la sauvegarde long terme du backup est devenu un des aspects critiques de la cybersécurité. Alors nous, si je regarde historiquement Scality, c'est une entreprise qui a été créée il y a 12 ans, nous, on faisait de la sauvegarde de données. Honnêtement, les premières années, on ne se préoccupait pas, et ce n'était pas une demande de nos clients, de sécurité. Aujourd'hui, c'est une des premières problématiques de nos clients. C'est comment les données qu'on sauvegarde, on les défend contre les backups, donc on développe des technologies pour ça. Et une nouvelle problématique qui fait écho à une réalité sur le terrain, c'est une problématique de souveraineté de leurs fournisseurs. On voit de plus en plus de situations de pillage industriel qui se font soit commanditées par des États étrangers, soit avec la bienveillance d'États étrangers, qui sont bien contents de ça. Et du coup, nos clients, qui encore une fois sont des clients qui ont des données très très sensibles, c'est pour ça qu'ils sont clients de Scality au départ, se préoccupent beaucoup de qui leur apporte une solution de sécurité, parce que si
la solution elle-même n'est pas protégée contre des influences étrangères, qui pourraient être malveillantes, elle ne protège de rien. Alors, une grande annonce qu'on a fait ici sur le salon, vous l'avez peut-être déjà remarqué, c'est que Scality, Eviden et Atempo, ensemble, lancent une solution de backup 100% franco-française, le logiciel de backup, le logiciel de stockage de données et les serveurs qui sont produits par Eviden dans leur usine d'Angers. Donc ça, c'est une façon d'apporter notre pierre à l'édifice. Mon opinion sur NIS2, c'est que c'est absolument nécessaire et parfois il faut être un peu coercitif, ce que fait cette directive, hein, le temps de la mettre en place, parce que les entreprises, et c'est vrai aussi pour les collectivités territoriales et certains services de l'État, n'ont pas toujours les moyens, le savoir-faire eux-mêmes pour sécuriser suffisamment et mettre en place une approche zéro trust. Et il faut les pousser un petit peu, et c'est ce que fait cette directive. Merci beaucoup. Bien, bah écoutez, je pense que Jérôme a déjà balayé un certain nombre de sujets. Fort heureusement, j'ai quelques éclairages un petit peu complémentaires à vous apporter, évidemment, dans ce contexte-là. Donc, Secure, en quelques mots, hein, Secure est un éditeur français qui propose des solutions de protection contre les attaques DDoS, d'une part, et de protection des infrastructures DNS. Je dirais, derrière cette offre se cache l'objectif de défendre la disponibilité des données et des systèmes d'information. Historiquement, la disponibilité est généralement une exigence qui a été assez peu adressée, qui commence à l'être un petit peu plus, y compris dans le monde IT. Mais initialement, on s'intéressait beaucoup à je dirais à la confidentialité des données, à l'intégrité des données, à la lutte contre certaines malveillances bien identifiées. On a évoqué les ransomware déjà. La disponibilité est une autre problématique et qui est généralement mise à mal par des attaques qui obéissent à des logiques différentes. Donc c'était notre mission, en quelque sorte, de développer des solutions qui répondent à cette menace-là. Et dans ce contexte-là, ce qui, à mon avis, est assez intéressant dans notre débat de ce soir, c'est qu'on s'intéressait en fait à différents sujets. Le premier sujet, c'était quelles sont les attaques, au-delà des attaques très volumétriques dont tout le monde entend parler, quelles sont les attaques suffisamment astucieuses et intelligentes pour mettre en cause la disponibilité d'un système visé, mais en engageant beaucoup moins de moyens et en passant sous les radars de protection des dispositifs habituels. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est qu'on s'est aperçu assez vite qu'au-delà des attaques directes, il arrivait souvent que des victimes collatérales étaient en fait enrôlées dans des attaques contre des cibles tierces. Donc ça, c'est un peu le principe qui consiste à détourner des ressources pour les retourner contre une cible, avec évidemment des problématiques de responsabilité, mais également des problématiques de qualité de service et de disponibilité également des ressources détournées en ressources d'attaque. Et puis, un troisième sujet qui nous semblait intéressant également, c'était de scruter attentivement quels étaient les points de congestion les plus faciles que présentaient certaines cibles par rapport à ces attaquants en déni de service, dans la mesure où, à partir du moment où on arrive à cibler de manière très précise des points de congestion faciles à saturer, on peut obtenir le résultat obtenu avec très peu de ressources. Et en fait, en y réfléchissant un peu, on s'aperçoit que le monde industriel, qui commence à s'ouvrir vers l'IT, je pense notamment à ces fameuses passerelles IT-OT qui vont mettre à portée de tir tous les réseaux OT qui jusqu'à présent étaient protégés par leur isolation, ou tout au moins dont on imaginait qu'il n'était pas forcément nécessaire de déployer des systèmes de protection très performants dans la mesure où ils n'étaient pas atteignables.
toutes ces infrastructures sont aujourd'hui atteignables et je dirais ont toutes les caractéristiques décrites précédemment, à savoir que les points de congestion sont faciles à détecter et à saturer. Ce sont généralement des ressources qui sont limitées. Et donc, c'est du pain béni pour un certain nombre d'attaquants, et notamment un certain nombre d'attaquants vis-à-vis de la disponibilité. Voilà, donc dans ce contexte-là, moi je suis un petit peu comme vous. C'est un monde que nous, on découvre dans une certaine mesure, mais je suis assez impatient de voir la suite de la table ronde, et en particulier de définir dans quelle mesure la directive NIS 2 va permettre de faire prendre conscience aux acteurs des nécessités de se protéger et des mesures concrètes à mettre en place. Merci pour cette introduction. Merci beaucoup. Alors, pour débattre de ce sujet, j'appelle les intervenants à me rejoindre sur scène. Vincent Serruc, Luc Dursault, Thomas Éperon, Monsieur le Préfet Nicolas Demestre et Patrick Guyonneau. Vincent Serruc, ça se prononce comme ça ? Alors Vincent Serruc à côté de moi, donc Technical Lead OT chez Airbus Protect, c'est-à-dire que vous intervenez en tant qu'expert sur les missions de cybersécurité OT pour le groupe Airbus et pour les clients externes aussi des industries critiques. Luc Dursault, c'est l'entrepreneur qui, sans avoir encore été sur scène, a son entreprise qui a déjà été citée au moins par 2 fois lors de ces tables rondes, CEO de Atempo. Thomas Éperon, senior vice-président de Framatome, donc a occupé différents postes dans le nucléaire et l'énergie à l'international et en France, des secteurs évidemment avec des exigences réglementaires très élevées en matière de sûreté et de sécurité. Et puis Monsieur le Préfet Nicolas Demestre, depuis 2020, directeur de la protection et de la sécurité de l'État au SGDSN, donc le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale. Et enfin Patrick Guyonneau est avec nous, directeur de la sécurité du groupe Orange, qui a travaillé du côté du régulateur en tant que délégué ministériel adjoint aux industries de sécurité au sein du ministère de l'Intérieur. On va pouvoir commencer notre discussion avec vous, Vincent Serruc. Donc, on va commencer avec ces enjeux qui sont spécifiques, ces enjeux de cybersécurité qui sont spécifiques aux entités critiques et au monde industriel en particulier. En introduction, on a présenté NIS 2 comme une coercition nécessaire, finalement. C'est aussi la vision que vous en avez ? Alors nécessaire, oui, pour la partie cyber-industrielle, c'est aussi extrêmement nécessaire. J'ai entendu toute l'introduction. En termes de cybersécurité, pour nous, les systèmes industriels, la difficulté qu'on a, elle ne changera pas en fait. Elle ne changera pas parce que les systèmes industriels, pour nous, sont des systèmes qui sont très opérationnels. Et c'est là-dessus qu'on est amené à intervenir. En fait, ces systèmes sont là pour produire. Je pense que vous le savez tous. Ça peut être pour la production diverse, en manufacture, pour la partie Airbus, c'est un bon exemple, pour des systèmes plus continus, pour la partie oil and gas, mais ça peut être aussi pour tous les bâtiments, tout ce qui nous entoure. Et finalement, NIS 2, vis-à-vis de la cybersécurité industrielle, n'augmentera pas pour nous les difficultés. On avancera. Je ne sais pas si tout le monde autour de la table est d'accord, mais on va en discuter. Ok. On avancera sur cela. Ce que je veux dire par là, parce que je comprends ce que vous voulez me dire. Ce que je veux dire par là, c'est que la difficulté aujourd'hui, elle restera la même. Là où elle va augmenter, je comprends tout à fait, ça va être pour l'extension finalement avec toutes les entités qui vont devoir sécuriser leur système industriel. C'est là où, effectivement, déjà la multiplication des entités importantes, essentielles qui vont arriver, toutes ces entités qui n'ont pas l'habitude de sécuriser les systèmes industriels, la difficulté ici augmentera, ça c'est très clair. En ce qui nous concerne, pour un système industriel, la difficulté, elle reste opérationnelle. C'est-à-dire l'intervention sur un système qui est censé produire, l'intervention sur une organisation très opérationnelle, et au final, tous ces systèmes on va dire tous ces industriels ont toujours un but, c'est de garder la disponibilité de ces systèmes, l'intégrité et la sécurité finalement des biens et des personnes. Donc nous aujourd'hui on intervient sur ce type de système en gardant ça en tête, ça c'est vraiment très important.
Et là, je suis bien d'accord, dans toutes les entités qui seront concernées par Nice 2, globalement, certaines ont déjà fait le travail, globalement avec Nice, ou même avec la partie LPM, loi de programmation militaire. Et d'autres entités auront tout à faire d'ici un an, puisque la transposition arrive en octobre de l'année prochaine. Donc, quand même, un grand chantier. Luc Dursault, je sais que vous avez déjà été cité, Atempo a été cité plusieurs fois. Vous êtes aux côtés donc, des entités critiques. On a parlé de votre entreprise aux côtés de l'hôpital. Comment est-ce que vous accompagnez spécifiquement l'industrie sur ces enjeux de cybersécurité ? Bonjour. Écoutez, je pense qu'on a souligné tout à l'heure, le temps juridique est un temps long. Donc les États membres vont avoir 12 mois à peu près pour transposer dans le droit national les directives de la NIS 2. Malheureusement, la cybermalveillance, c'est pas un temps long, c'est un temps très court, c'est un temps quotidien et avec de multiples attaques au quotidien. Donc notre devoir d'industriel, c'est d'essayer d'accompagner nos clients, évidemment, dans cette période, on va parler de mesures coercitives, mais en tout cas de les accompagner avec pédagogie, et ça sur 4 volets. Le premier, c'est la sensibilisation. Donc on a produit, tous les industriels ont produit des contenus et des rencontres également donc avec les industriels pour échanger, puisque le cadre est plutôt généraliste, mais ensuite il y a une déclinaison, il y a plus de 35 secteurs. La chimie, il n'y a pas les mêmes problématiques que les télécoms, qui n'ont pas forcément les mêmes problématiques que d'autres secteurs. Donc c'est de les accompagner pour comprendre bien les enjeux du métier. Et on parle d'exploitation, donc l'exploitation c'est très concret, c'est de la transformation, donc il faut être très concret, c'est pas un cadre générique. Donc c'est la première chose, c'est d'échanger, de faire acte de pédagogie et surtout de compréhension des enjeux. La deuxième chose, c'est d'outiller. Donc Jérôme rappelait tout à l'heure que notre devoir d'industriel, c'est aussi d'équiper, de fournir des solutions. Donc ce qu'on a fait en montant ce consortium Evidence Quality Atempo, de façon à pouvoir proposer une solution clé en main, finalement, qui répond et qui va aider à outiller dans le cadre de la NIS 2. La troisième, c'est d'essayer également d'assister, c'est-à-dire qu'il y a un devoir d'information de ces organisations en cas de sinistre. Il faut documenter. Donc l'industriel a les moyens aussi de fournir des informations sur la surface attaque qui a été endommagée, sur les données qui ont potentiellement été endommagées ou exfiltrées. Et puis notre quatrième volet, c'est pas rien, c'est la rémédiation, c'est l'objet même de notre travail dans la sauvegarde, c'est de remettre l'entreprise en mesure de reproduire en perdant le minimum de données et dans le minimum de temps. Voilà, ça c'est le mantra de notre métier. C'est pas de perte de données, mais une interruption d'activité la minimale. Voilà, c'est ces 4 volets-là qu'on essaye pragmatiquement de mettre en œuvre au cours de l'année qui vient. En tout cas, donc on ne peut pas parler de l'industrie finalement, il faut s'intéresser à quelle industrie spécifiquement. On va s'intéresser à l'industrie de l'énergie avec Framatome et Thomas Éperon. Quel est l'impact déjà que vous voyez arriver avec la nouvelle directive NIS 2 ? Comment, chez Framatome, on s'organise, on se prépare ? Alors, je travaille dans une industrie qui est un peu singulière et le cas de Framatome n'est pas unique. Et en fait, dans le domaine du nucléaire, la cybersécurité est un sujet qui a été abordé depuis 2006. Qui a été très fortement régulé avec la LPM 2017 que Vincent mentionnait, avec des décrets qui datent de 2021 qui s'appellent PSM-NIT. On ne va pas rentrer dans les détails, mais cette contrainte de la protection des données, puis de la protection de l'objet de production physique, alors que ce soit un automate, une machine, c'est déjà intégré dans un certain nombre de processus parce que nous sommes, à cause d'un certain nombre d'usines que nous avons en France, considérés comme un exploitant nucléaire. Nice est dans la continuité de ce qu'on a déjà fait pour l'industrie nucléaire. Ça ne nécessite pas d'adaptation particulière ? Ça va nécessiter un renforcement d'un certain nombre d'activités. On ne va pas dire que ça va être une révolution pour l'industrie nucléaire. C'est pas, on ne fait pas table rase. Ça va quand même imposer un certain nombre de choses. Comme dans beaucoup d'industries, vous savez, quand quelque chose fonctionne, surtout vous n'y touchez pas, même si vous ne savez pas pourquoi ça fonctionne. Cette règle-là, ça ne va plus être vrai. C'est-à-dire qu'il va falloir toucher des machines qu'on n'avait pas l'habitude de toucher. On va être obligé de effectivement porter un regard plus acéré sur la vraie partie OT, c'est-à-dire la machine qui fait.
des automates, pour ceux à qui ça parle, un S7 ou un S5 de Siemens, qui sont des outils, du matériel industriel très très commun, il va falloir les patcher. Et il va falloir les patcher en s'assurant qu'on permet à l'outil industriel de continuer à produire sans interruption. Donc ça va être un peu différent. Nous, on est prêts. C'est un point de vigilance, vous voulez dire ? C'est un point de vigilance, parce que quand vous produisez des équipements nucléaires, mais aussi des médicaments, des yaourts, des pilules pour traiter une maladie, vous ne voulez pas que votre machine s'arrête et vous ne voulez pas que votre machine se trompe. Et quand vous allez patcher une machine, vous ne voulez pas que le patch modifie les paramètres de la machine. Donc ça va intégrer un certain nombre de choses, notamment des tests de non-régression, de la simulation, qui vont être liés à l'obligation de générer par NIS 2. Donc Framatome est à peu près prêt. On a pas de grande évolution. On s'est aussi organisé pour adresser le sujet vis-à-vis des opérateurs nucléaires. Donc ça, on l'a anticipé en 2019. Framatome, et c'est pas une petite fierté, est la seule entreprise française qui ait jamais acheté une entreprise de cybersécurité aux États-Unis, spécialisée dans l'OT. Parce qu'aux États-Unis, la réglementation telle que NIS 2, en fait, elle existe depuis un certain temps, NERC-CIP, et donc on a acheté cette entreprise, on déploie les mêmes capacités en Europe pour répondre à une autre contrainte qui va être la contrainte de souveraineté. C'est-à-dire que quand vous regardez les faiblesses d'un système industriel, vous ne souhaitez pas forcément que ces données-là transitent sur tous les serveurs du monde. Vous souhaitez avoir la maîtrise du code. Et donc la contrainte maintenant, c'est de respecter la souveraineté de chacun, dont la nôtre, en France, en Europe, en maîtrisant bien les outils qu'on va déployer pour la mise en œuvre de NIS 2. Donc vous rachetez les Américains, c'est plus simple. On a racheté une entreprise américaine. On va y revenir. Monsieur le préfet, comment vous définiriez-vous la stratégie cyber de la France en matière de sécurité industrielle et critique ? Alors je vais peut-être répondre un peu à côté de la question que vous allez me poser, parce que ce qui me fascine dans les propos qui sont tenus, c'est qu'on est totalement focalisé sur la dimension cyber et donc NIS 2, mais je voudrais peut-être faire une focale sur la vision plus globale de la réglementation, parce qu'on en parlait peut-être un peu en aparté auparavant. Il y a une réflexion à avoir sur une capacité à fournir des solutions globales de sécurité. En fait, ça a été évoqué dans le propos introductif, le monde a changé, vous savez, le fameux propos de Monsieur Faure, qui était tout simplement d'évoquer le fait que c'est pas la girouette qui tourne, mais c'est le vent. Et le vent et le monde a changé radicalement, vous l'avez suivi. Maintenant, les grandes nouveautés, c'est que la malveillance est absolument partout. Elle est d'origine sociale radicalisée, d'extrême gauche, d'extrême droite, elle peut être étatique, elle est cybercriminelle. Et en même temps, il y a cette volonté qui a été soulignée aussi dans le propos introductif de certains États de participer de la malveillance. Donc la malveillance a changé d'échelle et elle a changé de nature. Et donc cette dimension-là a obligé, avec la série d'attentats et tous les drames que nous avons vécus, les États à réagir. Et ils ont réagi à 3 niveaux. Il y a une réaction française. La réaction française, ça a été la mise en place d'une stratégie nationale de résilience en 2022 et qui présente au gouvernement en fait l'ensemble des politiques publiques qui portent sur cette résilience. Il y a eu une réflexion européenne avec 3 textes, 3 directives. L'une, bien sûr, dont on parle, NIS 2, une autre, REC, sur la résilience des entités critiques, et une 3e, DORA, qui est spécifique pour les enjeux des marchés financiers, qui est suivie par la DG Trésor. Et NIS 2 et REC ont été négociés en même temps lors de la présidence française de l'Union européenne, l'une par l'ANSSI et REC par ma direction, avec une volonté très claire d'intriquer les 2 sujets. C'est pas ce qu'on avait avant. Avant, on avait NIS 1 qui gérait le cyber bien en vertical, et on avait une autre directive qui s'appelait Infrastructure critique européenne qui gérait bien le physique en vertical. Aujourd'hui, on veut intriquer les 2. Donc, lorsqu'on aura transposé en droit français le 17 octobre 2024 REC et NIS 2 en même temps, on est en train de finaliser le texte législatif pour le soumettre au Conseil d'État. La thématique va se poser à la fois pour les entreprises françaises, comme c'était évoqué, mais aussi pour l'ensemble du concert européen. Parce qu'il faut aussi mémoriser
que la France a un dispositif interne de sécurité des activités d'importance vitale qui existe depuis 1959 et qui a été modernisé en 2006 à la suite des attentats de 2004 et 2005 à Madrid et Londres, et que le reste de l'Europe ne dispose pas d'une réglementation. Nous avons un effort à fournir qui est nettement moindre que nos partenaires européens. Et d'ailleurs, dans la réflexion qu'on menait lors des négociations, l'idée était double. Elle était de considérer qu'on a des économies qui sont structurellement intriquées aujourd'hui. Donc le maillon faible qui saute fait tomber tous les autres. Donc il n'était pas concevable d'imaginer qu'il n'y ait pas un socle minimal en SI et en physique. Donc ça, c'était vraiment un objectif qu'on s'était donné. Et le deuxième, il n'y a pas de raison que l'État français fasse peser sur les opérateurs d'importance vitale des contraintes sur un marché qui est ouvert à la concurrence auprès d'autres. Donc il y a une fenêtre de tir, si j'ose dire, pour des marchés à l'extérieur qui s'offre aussi, mais dans une vision que chacun doit avoir à l'esprit comme étant une contrainte globale. C'est à la fois le physique et là ici. Pour donner un exemple, dans REC, on va obliger les opérateurs d'importance vitale à structurer un plan de résilience, et ce plan de résilience inclura un volet cyber obligatoire. De la même façon, lorsque REC désignera un opérateur d'importance vitale comme étant une entité critique, automatiquement, il sera soumis aux impératifs de Nice 2. Donc on a vraiment une volonté d'intriquer les deux, et c'est ça que je voulais soumettre à la sagacité de tous, parce que je pense que dans les démarches que vous pourriez porter, il faut avoir ça, parce que c'est cette contrainte-là qui pèsera sur l'ensemble des opérateurs. Intéressant. Et vous nous dites aussi que dans cette stratégie de résilience en France, on est plutôt déjà bien avancé. Pour autant, on a encore du chemin à faire. J'imagine, peut-être Patrick Guyonneau veut réagir à ce sujet. Oui, alors d'abord je vais dire mon total accord avec les préfets. D'abord c'est ma tutelle, donc je suis toujours d'accord avec lui. Je suis d'accord avec Nicolas parce que on se connaît bien. Là où je soutiens totalement, je bois du petit lait, il a raison, il faut avoir une vision globale des enjeux de sécurité et de sûreté. On ne peut plus séparer les sujets du physique, du sujet de la cyber. Je prends toujours cet exemple parce qu'il est parlant, il parle à toutes les organisations. On veut protéger les données, mais ça va de qu'est-ce qu'on met à la poubelle, qu'est-ce qui traîne sur la photocopieuse, de quoi on parle au bar, et est-ce que les données sont bien cryptées dans les ordinateurs. Ça ne sert à rien de faire un effort sur l'an s'il suffit d'aller au bar en face de l'entreprise et on a toutes les conversations des derniers prospects. Bah tiens, moi, j'étais au Congo, j'ai discuté avec un tel. Voilà. Donc il faut avoir cette vision globale et l'air de rien, parce qu'il y a un grand sujet, je pense qu'on en parle là, où on en a déjà discuté. C'est plus cohérent vis-à-vis de nos salariés. Parce que la plupart quand même, de nos sujets, quand on les décline, on a toujours un moment le salarié. Le salarié, ça doit être le premier échelon, le premier niveau de protection. Et quand on délivre un sujet simple, cohérent, il a des meilleurs réflexes. Que s'il y en a qui il faut faire ci, l'autre qu'il faut faire ça, ouais, voilà, entre les deux. Donc, premier sujet, totalement d'accord. Deuxièmement, pourquoi se focaliser sur le sujet de la résilience ? Parce qu'il faut le niveau de nos systèmes. Alors, je vais parler Orange, évidemment, je vais parler des réseaux, de cloud et tout ça. Mais nos sujets, en tout cas en exemple, sont de plus en plus ouverts. Alors, les portes sont ouvertes, hein, mais maintenant, l'IT, c'est des API. Et demain, avec la 5G, les réseaux, c'est des fonctions radio virtualisées. Donc, c'est des sujets, des systèmes de plus en plus ouverts, de plus en plus complexes. Plus les systèmes sont complexes, parce qu'on veut du bout en bout, on veut délivrer le plus vite possible, plus il y a des points de faille. Et puis les attaquants, parlons-en, qu'ils soient ultra-droite, ultra-gauche, ultra-vert, qu'ils soient des cybercriminels, ils ont de plus en plus de moyens, de plus en plus déterminés. Ils veulent faire mal. Quand je dis mal, c'est faire parler d'eux, gagner de l'argent, et ils ont de plus en plus déterminés, de moyens, et ils ont du temps. Donc la question se pose quand on est une organisation, c'est pas de se dire est-ce que je vais attaquer ? Celui qui me dit qu'il n'a jamais attaqué, c'est qu'il n'a pas regardé déjà. Donc on est tous attaqués. La question, c'est pas de savoir si une attaque va réussir. La question, c'est quand elle va réussir. Donc peut-être là, je vais t'appeler dans quelques minutes en me disant il faut que tu viennes parce qu'il y a un problème. Ce sera peut-être demain, après-demain, mais on ne sait pas. Mais ça va arriver, donc il faut s'y préparer. Donc il faut penser nos fonctions gestion de crise. Il faut entraîner les organisations,
il faut penser inter-organisation parce qu'on ne gère pas une crise dans son entreprise uniquement entre soi. Alors nous, on est particulièrement régulés, donc ça se traite avec l'État, ça se traite avec les autres opérateurs parce que les réseaux, ils se causent, ça se traite avec les sous-traitants, avec tout le monde, donc il faut penser à ça. Et ça se traduit malheureusement souvent par des documents qui s'appellent des PCA, des plans de continuité ou des plans de reprise. Alors je dis pourquoi malheureusement parce parce qu'on a fait un papier puis on l'a stocké. Alors évidemment, le jour de crise, il y a le mec qui dit c'est dans quelle armoire, où est le code, et puis il y a ceux qui ont mis dans un serveur. Moi j'ai tout dématérialisé, 0 papier, sauf que pas de bol, il est crypté. Comment est-ce qu'on fait? Donc ce qui veut dire que non seulement il faut le penser, c'est pas avoir un papier pour cocher la case et faire plaisir, c'est un papier. C'est-à-dire, en fait, c'est une réflexion, une analyse qu'on remet sur le métier, qu'il faut remettre régulièrement sur le métier. Donc faut le préparer, et il faut le jouer. À un moment, il faut dire, tiens, je vais enlever un serveur, on va voir ce qui se passe, on va voir en combien de temps on le remonte. Parce que sinon, le jour où on est face au mur, on ne retrouve pas le document, le mec qui savait, il est parti, et puis où il n'est pas là, il est en vacances, et puis on ne sait pas faire. Donc c'est important, ces sujets-là. Je pense que nous, dans les télécoms, on a ce souci de la disponibilité, mais donc moins de la sécurité sans doute. Donc cet ensemble REC plus NIS 2, ça répond, c'est vraiment cet ensemble global, il répond à ces enjeux, il faut garantir la cohérence d'ensemble, et puis, je ne vais pas dire qu'il faut faire du bien d'un mal, mais, ou du mal un bien, j'en sais rien, mais il faut se dire tout simplement, si on prend un peu de la hauteur, si on prend un peu de recul, dans 5 ans, on parlera de NIS 2 ou de REC, comme on parle aujourd'hui du RGPD. Les gens, ils ont le réflexe aujourd'hui, RGPD, il faut protéger les données. C'est ça auquel il faut arriver. Donc c'est pas, oui, c'est une petite contrainte à un moment donné, c'est peut-être même une grosse contrainte pour certains. Cette montée en niveau sur la sécurité et la résilience de nos industries, ça passe par des directives. Alors, c'est toujours la question, est-ce que trop de régulation tue la régulation? Alors, je veux dire qu'on a un petit sujet en ce moment même. Alors voilà, à chaque fois, moi je fais le libéral parce que je suis passé de l'administration au privé et le préfet il passe pour le jacobin. Enfin, mais on est d'accord. Trop de régulation tuerait la régulation, et en tout cas en ce moment, parce que c'est comme ça, on analysera ça autrement, on a une avalanche, on a le DSA, le DMA, le CRA, le NIS, le REC, le DORA, le e-Evidence, et j'en ai encore oublié, alors j'ai mon petit papier au cas où. Donc on a un peu un phénomène de thrombose, donc j'espère que ça va se calmer, parce que sinon on va pas avoir le temps de tout lire, de tout comprendre correctement et de faire bien, parce que l'important c'est de se donner la durée. L'aventure, elle finit pas en octobre 2024. Elle commence maintenant et elle ira bien plus loin que 2024. Voilà. Donc ça, c'est le sujet principal. C'est il faut penser un peu plus la complexité et se mettre en marche, si je puis dire. C'est un peu suranné comme slogan, mais voilà. En tout cas, ça oblige à avancer. Ça met en avant aussi des nouvelles solutions de l'écosystème pour protéger ces systèmes industriels. On voit que ça pousse à des rachats même. Vous avez donc évoqué le rachat d'une entreprise de la cybersécurité aux États-Unis par Framatome. Est-ce que ça transforme même vos métiers, peut-être? C'est une question pour vous. Oui. Je pense que tous dans la salle, on a été confrontés à cette injonction de nos directions générales en disant il faut digitaliser. Donc ça a été le premier pas, ça date d'il y a quelques années. La digitalisation, comme l'évoquait Patrick, maintenant elle est partout, il faut tout protéger. Vous avez une vanne avec un petit contrôleur électronique. Cette vanne, si vous ne la protégez pas, vous avez le risque que quelqu'un en prenne le contrôle. C'est arrivé dans un cas assez confidentiel, on n'en parle pas beaucoup, dans un système de régulation d'injection de chlore, dans un système de distribution d'eau potable aux États-Unis. Voilà, juste quelques centaines de personnes qui auraient pu y passer intoxiquées au chlore. Donc il faut oui, la digitalisation en fait, c'est pas la régulation qui change quoi que ce soit. C'est qu'on trouve du digital et des points faibles maintenant partout. Une porte de prison avec un contrôleur électronique et 2 électroaimants, c'est un point faible parce qu'il y a une carte électronique et du code à l'intérieur. Donc ça change quand même beaucoup de choses, et maintenant il va falloir effectivement surveiller ça, et les points de vulnérabilité, comme tu l'évoquais dans les télécoms, en fait il existe des points de vulnérabilité dans tous les systèmes physiques
qui font appel à de l'électronique et du code. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous jeter là-dedans, puisque à corps perdu, puisqu'on a aussi racheté une entreprise en France l'année dernière, Cyberwatch, c'est la raison pour laquelle on s'est jeté à corps perdu là-dessus, Framatome, qui sommes avant tout un maintenancier du nucléaire. C'est parce que les équipements sur lesquels on travaille sont digitaux. Et si vous remplacez, pour qui ça évoque quelque chose, une garniture de vanne, vous devrez aussi vous assurer que le contrôleur électronique, il est protégé, en bon état et pas compromis. Donc oui, ça change, mais c'est pas la réglementation qui change les manières de faire, c'est l'évolution vers plus de digital qui nous force à nous adapter et à nous protéger. J'ai envie de poser la même question. Du côté d'Airbus, comment vous vous organisez donc face à ces nouvelles menaces? Est-ce que ça transforme votre métier d'industriel? Fatalement, ça le transforme. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire cohabiter effectivement la sécurité, donc des systèmes industriels, des systèmes DSI, tout simplement, systèmes informatiques et physiques, avec la production, donc avec les opérations. Ça se fait de concert, forcément. Les équipes qui sont chargées de la cyber, et notamment chez nous de la sécurité, donc cyber industrielle, doivent travailler très clairement avec les opérations, doivent s'imbriquer aussi avec tout ce qui est les plannings de production. On doit s'imbriquer directement dedans, on doit travailler fortement avec les vendeurs de systèmes, avec les intégrateurs, avec nos fournisseurs. Donc oui, tous les jours ça transforme, tous les jours... Et Vincent, c'est vrai que ça se fait facilement, ça ? Ça se fait facilement, non. Comment ça se passe ? La première fois que j'ai entendu parler de cyber, c'était il y a 16 ans en système industriel, je veux dire. Donc je trouve que c'est assez récent. Ça se passe en 16 ans, finalement, c'est récent, mais en même temps, je trouve ça assez long. On est encore loin, finalement, d'avoir terminé. Peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup... La régulation change, il y a beaucoup de changements ces derniers temps, mais globalement, ça nous permet aussi de maintenir un certain niveau, d'être dans la dynamique. Donc ça se fait pas facilement, ça se fait parfois aussi. On est peut-être en retard sur certains sujets, mais de toute façon, ils sont pas oubliés. Donc quoi qu'il arrive, ça reste intéressant à mon sens. Ça permet de traiter les risques quoi qu'il arrive. Et sur le sujet donc des directives européennes, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que c'est un accélérateur ou pas de la protection des systèmes industriels ? Encore une fois, je le disais tout à l'heure, je pense que ça dépendra des entités. Il y a deux aspects dans cette question, à mon sens. Le premier aspect, ça va être vraiment de maintenir la dynamique. Pour toutes les entités, on l'a évoqué tout à l'heure, qui seront peut-être les entités critiques déjà, puis éventuellement les entités essentielles, qui ont déjà, depuis quelques années, travaillé sur l'aspect cyber ou protection physique de leurs installations. Donc toutes ces entités, ça va vraiment permettre de maintenir la dynamique de la sécurité, parce que si on ne maintient pas cette dynamique, ça stagne, forcément ça peut même décroître. Donc c'est assez important. L'autre point pour moi, c'est vraiment l'élargissement du tissu économique, on va dire, à toutes les entités qui seront les entités importantes ou certaines nouvelles entités essentielles. Et là, c'est intéressant aussi, typiquement chez Airbus, on investit, on travaille aussi beaucoup sur la cybersécurité de nos installations industrielles, systèmes d'information, la sécurité physique, mais globalement, si on a un système que l'on trouve assez résilient finalement sur la partie industrielle, on aura toujours cette problématique de devoir l'alimenter avec nos fournisseurs. Globalement, si on a un système industriel qui fonctionne mais qu'on n'a plus de matières premières, on ne sera pas très avancé. Donc finalement, NIS 2, pour ça, nous apportera ça aussi, de pouvoir travailler sur l'aspect supply chain et de sécuriser finalement et de sécuriser toutes ces vulnérabilités qui viennent aussi de nos fournisseurs notamment. Donc on a vu qu'on s'organise en interne finalement sur les solutions de résilience et de cybersécurité. Comment est-ce que ça peut être aussi une opportunité pour l'écosystème cyber de présenter une offre différente à la hauteur des enjeux, de l'application des directives, Luc Dursault? Je crois qu'on peut se féliciter de ce savoir-faire de l'Europe en matière de réglementation. On a historiquement réglementé tous les espaces.
Donc tous les espaces physiques, je mets le hertzien de côté, mais là aussi on a fait preuve d'innovation. Je crois qu'on peut que se féliciter que l'Europe soit emparée à nouveau et ait pris le leadership sur la réglementation du cyberespace. Alors ça participe d'une part à l'encadrement, au respect de nos valeurs, de nos droits, de nos libertés, mais ça participe aussi au rayonnement international de l'Europe. Donc on voit bien que le RGPD a fait école dans de nombreux pays, que toutes les directives que l'on sort font souvent école et structurent la réflexion de nombreux continents. Donc ça, je pense que c'est un bon point. Le deuxième point qui est un bon point, je pense aussi, c'est que cette NIS 2 peut devenir un référentiel. Compte tenu du nombre de secteurs touchés, on parle de 35 secteurs, 35 domaines, je pense qu'elle va faire école, parce que 35 secteurs, c'est pas rien, le nombre d'organisations, et ça peut devenir un référentiel. Et si ça devient un référentiel, ça pousse à l'excellence l'ensemble des organisations. Donc ça devient un atout de compétitivité. Et en ce sens, je pense que c'est très intéressant de suivre dans les mois qui viennent l'évolution et l'adhésion des gens qui ne sont pas forcément assujettis à la NIS 2, la prise en compte de ce référentiel dans leur réflexion. Et aussi pour les offreurs, en fait, de se mettre au niveau des exigences. Ah oui, le monde a là aussi changé, pour plein de raisons. On va parler du contexte géopolitique, mais aujourd'hui, des choix que nous avons fait, par exemple, chez Atempo, c'est qu'on ne peut plus, on l'a jamais fait, mais on ne peut pas sous-traiter nos codes aujourd'hui. Il y a de tels risques d'injection de codes malveillants quand on sous-traite en Inde, en Russie, dans des pays qui ne sont pas forcément nos amis en fonction du contexte géopolitique. On ne peut pas prendre le risque d'injection de codes malveillants parce que lors d'une mise à jour, on va nous-mêmes injecter ces codes chez nos clients. Donc on a pris le parti d'éditer 100% nos codes en France. Alors c'est bien pour l'emploi, et c'est aussi des contraintes. C'est 20 000 euros à un développeur en Inde, c'est 100 000 en France. Donc on ne lutte pas armes égales non plus sur le coût. Il y a ce sujet-là, il y a le sujet de la technologie qui a beaucoup bougé. La façon dont sont consommés nos services, alors ils sont consommés sur site, comme historiquement, mais ils sont aussi consommés dans le cloud. Et dans le cloud, on n'est pas seul à fournir la solution. Il y a du stockage, il y a des hyperviseurs, il y a de la virtualisation, il y a de l'hébergement qui est fourni par des cloud providers. C'est toute la chaîne qui doit travailler ensemble à fournir une chaîne où le maillon le plus faible est au plus haut niveau, parce que sinon, on a des dommages collatéraux sur l'ensemble des technologies. Donc ça, c'est aussi des évolutions technologiques qui font qu'on est, nous aussi, obligés de monter en cybersécurité dans les solutions. Thomas Epron m'avait dit que vous aviez une question pour le préfet. Avec un micro, c'est mieux. Oui, tout à fait. Je l'ai un peu oublié, j'avoue. Vous vouliez connaître le calendrier, je crois. Le calendrier du déploiement de NIS 2. Là, pour l'instant, donc, comme je disais, on a une obligation réglementaire qui est de transposer les 2 directives pour le 17 octobre 2024. Donc on est sur cette échéance. Vous savez que tous les États, s'ils dépassent ce calendrier, peuvent être soumis à rétorsion par la Commission. Donc on s'est fixé cet objectif. Donc il y a beaucoup de discussions en ce moment avec l'ANSSI. Bon, au sein du SGDSN, c'est plus facile pour justement avoir ce parallélisme que j'évoquais. On a des réflexions aujourd'hui sur les modèles de contrôle et de sanctions. On a des réflexions parallèles aussi sur les remontées d'informations, ce qui doit rester au niveau national et ce qui pourra avoir vocation à basculer au niveau européen. Donc on essaie vraiment de profiter de l'occasion pour non seulement trouver des parallélismes des formes qui soient plus intelligibles pour tout le monde, et puis en même temps, on a fait un choix collectif qui est de ne pas créer quelque chose de nouveau. Donc on va simplement réformer la SAIV qui existe chez nous depuis fort longtemps. Donc on va être sur une mécanique qui vise bien le 17 octobre 2024 pour la transposition au droit français. Mais pour toutes les industries, indifféremment ? Pour nous, ce qu'il faut voir, c'est qu'au départ, sur la partie physique, on n'avait que 2 secteurs qui étaient concernés. On avait les transports, c'était toujours la base, je vous l'ai dit, sont les attentats de 2004 et 2005, et l'énergie hors nucléaire. Et là, on a rejoint une extension de secteurs, puisqu'on en a ajouté 9, les marchés financiers, les banques, l'eau potable, l'eau usée, l'alimentation, la santé, les infrastructures numériques, les collectivités locales. Et donc on a une mécanique qui s'est considérablement élargie, mais on n'a que ces 11 secteurs. On a un certain nombre de secteurs qui ne sont pas concernés, et on tient en particulier à veiller à ce que ça demeure sous main État. Mais pour le reste, voilà, on est sur une vision large. Et au départ, on se rappelle que Nice 1, on avait 10 secteurs, donc on a vraiment cette volonté aussi sur les secteurs de se rapprocher. Moi, je pense simplement, modestement, vu de mon expérience de terrain plus lointaine, parce que je n'ai pas toujours été au SGDSN,
Je pense qu'il y aura un petit sujet collectivité locale qu'il faudra regarder de près sur l'application de NIS 2. Alors, on avait ce sujet en début d'après-midi. Voilà, alors ça a été traité, c'est parfait. Mais pas traité, je ne sais pas. En tout cas, on a abordé le sujet. Dans des départements qui n'étaient pas tous fort riches, je pense qu'il y a un petit sujet qui sera traité dans d'autres instances et qui me dépasse. Et on avait une question. Vous avez la réponse à votre question? Juste pour votre information, je préfère. On travaille pas mal avec les pompiers en fait chez Cyberwatch Framatome qui nous demandent des solutions pour les aider à rendre les choses robustes. Alors c'est pas encore les collectivités territoriales, on en a quelques-unes, mais on a l'impression que ça a quand même un peu pris depuis 6 mois, 1 an. Il y a eu toutes les attaques cyber sur les grandes collectivités locales qui ont un impact très fort auprès des élus. Je suis allé faire une présentation au bureau de l'Assemblée des départements de France et je peux vous dire que les présidents de conseils départementaux étaient pour le moins concernés. Donc il y a vraiment une prise de conscience. Après, c'est la capacité des collectivités locales à se mettre à niveau compte tenu de leurs moyens. Et là, ça, c'est un sujet de fond. Je voudrais simplement rappeler, avant de céder la parole à mon voisin, que tout ça, c'est bien destiné aux infrastructures. Je parle du physique, aux infrastructures critiques. Et moi, j'appelle simplement votre attention que dans le contexte récent, c'est-à-dire du retour de la malveillance étatique, des agressions sur des infrastructures critiques de taille, on en a eu un certain nombre. Vous regardez en Ukraine, le barrage de Kakhovka, on a eu le pipeline d'ammoniac vers Odessa, on a eu Nord Stream 1, Nord Stream 2, tout ça, c'est l'explosif, c'est moyennement cyber. Donc on est sur une mécanique où il y a une volonté de nuire, quel que soit le moyen. Donc moi, s'il y a un seul message que je voudrais faire passer, c'est que la résilience, c'est Janus, elle a 2 faces, le cyber et le physique. Les deux sont totalement intriqués. Si vous avez le numérique est totalement dépendant du réseau électrique. Plus d'une attaque sur le réseau électrique, il y a un petit sujet. Si on fait brûler un data center, j'ai un sujet. Et inversement, on sait tous que si le numérique cale autour d'une attaque cyber, les infrastructures sont plus maîtrisées. Donc il faut vraiment avoir cette espèce de capacité collective à penser global, même si après l'expertise est forcément spécialisée. Patrick ? Oui, je voulais faire un clin d'œil, il y a une annonce. Non, le clin d'œil, ce qui est bien, c'est que le législateur européen était malin. Il a mis les administrations publiques dans NIS 2, donc l'État va nous montrer ce qu'il sait faire, l'exemple, un certain nombre de collectivités locales. Alors juste avec une ancienne casquette, parce que le RSSI dans les administrations, c'est quand même le parent pauvre, donc je pense que c'est aussi pas mal de voir comment ces sujets-là vont être traités. Et la petite annonce, c'est que dans le cadre du projet cyber, donc du comité stratégique du CSF sécurité, on a proposé, on attend les annonces par l'État, mais effectivement 3 sujets pour aider à la définition d'offres et l'implémentation d'offres. Donc vous voyez, on a anticipé REC et NIS 2, enfin surtout NIS 2, puisqu'il s'agit du projet cyber, les hôpitaux, les collectivités locales et les PME, voilà, pour que ces 3 types d'entités qui sont effectivement essentielles à nos vies, soit industrielles, soit à nos vies quotidiennes, ne soient pas oubliées dans ces sujets-là. Donc voilà, donc il y a une petite annonce et un plaidoyer pour le comité stratégique de filière. Merci beaucoup. On a une question aussi de Fabrice de Sicure dans la salle, je crois, pour nos intervenants. Est-ce qu'on peut lui approcher le micro? Merci beaucoup. Oui, moi j'avais une question, enfin, c'est à la fois une question et une réflexion, c'est quelles sont, à travers NIS 2, quelles sont les attentes de NIS 2 vis-à-vis des offreurs de solutions et en corollaire, comment est-ce que les offreurs, là c'est plus une réflexion générale, comment est-ce que les offreurs de solutions peuvent, je dirais, travailler ensemble intelligemment pour construire un bouquet d'offres à destination de ce monde des infrastructures critiques qui sont soumises donc qui vont être soumises à des obligations de protection accrues. D'une certaine manière, comment j'en ai parlé il y a quelques minutes, il y a le comité stratégique et le projet cyber, c'est l'occasion de fabriquer, de packager des offres avec peut-être du conseil, des solutions, des déploiements. Alors, je ne sais pas qui a mis le cyberdéfense. Moi, je suis Orange Group, pas Orange Cyberdéfense, mais vous pouvez aussi faire des partenariats avec, par exemple, Orange Cyberdéfense, mais il y en a plein d'autres. Ils ont plein de concurrents pour avoir des offres packagées et adaptées. Donc, il faut travailler. Je pense que on a dit tout à l'heure, on a la chance en France
d'avoir déjà eu un certain nombre des fondements de ces réglementations, donc d'avoir l'habitude de faire ça, d'avoir l'habitude de ces compliances. Donc faisons ces packages et allons à l'export. C'est l'occasion pour une fois. Faut pas être timide, quoi. Oui, un mot de conclusion. Bon, ce sera non simplement. On n'a juste pas creusé parce qu'on l'a fait sur les autres tables rondes, mais je pense que c'est important, Monsieur le Préfet, peut-être pour votre conclusion, justement, de réagir aussi sur la nécessité d'un package d'offres souveraines. Oui, alors souverain, vous pensez bien que chargé de la protection de la sécurité de l'État, je peux être que totalement raccord avec cette perspective. Je pense qu'on a quand même plusieurs sujets. J'appelle l'attention quand même de tout le monde sur le fait qu'il y avait un comité à l'OTAN qui s'appelait le comité de protection, des plans civils d'urgence, qui a été transformé en comité des plans résilience ou en comité résilience. Et donc il y a une volonté américaine de s'intéresser à un certain nombre de sujets qui tournent autour de la résilience, en mettant à l'ordre du jour un certain nombre de sujets. En même temps que l'Europe, elle, s'intéresse aussi à la résilience. Et d'ailleurs, il y a une task force UE-OTAN. Donc on voit bien que derrière, il y a des enjeux assez vite de normes et de capacité à proposer des solutions globales sur les thématiques. Donc moi, j'appelle vraiment l'attention sur la nécessité d'avoir cette réflexion sur la capacité à proposer une vision globale, à défaut d'avoir un intégrateur complet, mais d'avoir en tout cas la conviction profonde que ceux qui sont soumis à la contrainte ont cette vision. Et par ailleurs, moi, je pense qu'il y a une réflexion un peu plus, mais là, personnelle, c'est qu'on ne peut pas être dans un monde qui devient plus risqué, où finalement on est sur un mode on-off, le système normal, et quand ça ne va plus, c'est l'État et donc nos concitoyens qui payent. Donc on va rentrer dans une mécanique de réinternalisation auprès de l'ensemble des acteurs économiques d'une partie du risque. Et ça, je pense que c'est structurel dans le monde dans lequel on va. On a eu 2 crises systémiques, une sur les marchés financiers et l'autre sur la Covid. Je ne suis pas sûr que les États démocratiques peuvent indéfiniment rentrer sur ce mode on-off. Donc il y aura de façon structurée sur les années à venir la nécessité d'une meilleure répartition du risque entre le risque collectif couvert par l'État et le risque individuel assumé. Et c'est là où cette dimension de résilience prend toute sa force. Je pense qu'elle est à l'ordre du jour et qu'elle y restera. Merci beaucoup. C'est plus une ouverture finalement qu'une conclusion. Merci beaucoup à tous. Je propose qu'on vous applaudisse.